Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie de cours virtuel sur mer et océan au cœur de la mondialisation. Le même plan, même problématique que précédemment, nous allons nous pencher maintenant sur la troisième partie, à savoir plus particulièrement les routes et les façades maritimes. Vous aurez besoin de relire votre cours de première sur la diversification des espaces et des acteurs de la production, tout particulièrement la partie concernant la maritimisation de l'économie que nous avons évoquée l'année dernière pendant le confinement. La géographie des espaces maritimes, comme vous pouvez le voir à l'aide de ces cartes tirées de votre manuel, révèle un déséquilibre entre les différents centres d'impulsion mondiaux. Vous voyez ici l'Europe de l'Ouest, la façade Est de l'Amérique du Nord et la façade orientale de l'Asie, de Singapour à Tokyo en passant par le littoral chinois, qui dominent ces échanges. Ces trois façades représentent 85% environ des échanges mondiaux. Si on regarde plus attentivement, il est possible de s'apercevoir que les flux économiques qui relient ces différentes façades sont principalement des flux latéraux ou des flux horizontaux, c'est-à-dire qu'ils suivent un axe est-ouest et donc ce ne sont pas des flux nord-sud ou des flux verticaux. La prédominance de ces flux horizontaux amène ici donc à parler de latéralisation des échanges plutôt que de verticalité. À partir des années 1980, l'accroissement des flux et la liberté des échanges mondiaux ont favorisé la mise en concurrence des territoires et les processus de délocalisation inhérents à la mondialisation. Cette maritimisation des économies, aidée par la doctrine économique du juste à temps, visant à éviter les stocks et à fonctionner en flux tendu, cette maritimisation des économies donc a engendré une nouvelle attractivité des littoraux, surtout portuaires, car une part de plus en plus importante des économies dépend maintenant des échanges internationaux et donc de la bonne marche du transport maritime. Ces routes maritimes empruntent des passages détroits ou canaux considérés comme stratégiques. Quelques détroits extrêmement connus, ceux de Bab el-Mandeb, ceux d'Ormuz, celui de Douvres, ou bien en français le détroit du Pas-de-Calais, ou encore à droite, donc je disais celui d'Ormuz, sont parmi les plus connus. Il y a également des canaux qui permettent aux bateaux d'économiser du temps et donc de l'argent en termes de carburant sur leurs voyages habituels. Le canal de Suez, extrêmement connu, qui permet de raccourcir la distance entre l'Europe et l'Asie de près de 8000 km. Le canal de Panama, qui permet d'éviter de faire le tour de l'Amérique du Sud, mais aussi le canal de Kiel, ou le canal de Cologne en bon français, qui, coupant la péninsule danoise, permet de relier la mer du Nord à la mer Baltique plus rapidement. On en parle souvent comme le canal de Panama de l'Europe. Cette carte que vous avez dans votre cours reprend les principaux passages stratégiques ainsi que les principales routes commerciales. Nous allons nous pencher ici tout de suite sur celui d'Ormuz. Ormuz est le détroit dans lequel transitent 15,5 millions de barils de pétrole par jour, ce qui fait de ce détroit celui dans lequel le plus de pétrole transite dans le monde. Je vous propose de vous pencher un petit peu plus sur le détroit d'Ormuz en se basant sur les travaux qu'ont effectués vos camarades. Alors, le détroit d'Ormuz, ce sont surtout plusieurs pays qui partagent le littoral étroit d'une voie de communication majeure. Vous voyez ici les États riverains du détroit d'Ormuz, Bahreïn, Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, ainsi que l'Iran. Or, dans cette liste, deux pays en particulier, l'Arabie Saoudite et l'Iran, se considèrent comme des puissances régionales, cherchant ainsi à influencer les autres. Le détroit d'Ormuz
regroupe des enjeux cruciaux, principalement car il s'agit du détroit, je le disais, par lequel transite la plus grosse partie du pétrole. Si on élargit un petit peu le champ, on voit ici l'Irak et le Koweït, qui sont également deux pays producteurs de pétrole, et on voit que le point commun finalement de tous ces États est l'exploitation d'hydrocarbures, ce qui explique la présence de gazoducs et d'oléoducs permettant de redistribuer le pétrole et le gaz qui est extrait des riches gisements se trouvant dans la zone. Le détroit d'Ormuz, donc, en plus de ses ressources naturelles, c'est un lieu dans lequel il y a énormément de trafic maritime. Vous voyez ici la route maritime mise en avant, extrêmement importante, puisque c'est à partir de cette zone que les pétroliers partent ravitailler le monde, si je puis dire. Cette route maritime, elle est doublée également d'investissements massifs, comme par exemple les ports à conteneurs qui viennent offrir aux différents bateaux qui ravitaillent la zone autant d'étapes importantes pour pouvoir redistribuer ensuite leurs produits vers toute cette zone commerciale formée par les pays du Golfe. Le détroit d'Ormuz, finalement, c'est aussi un goulet d'étranglement, puisque comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le passage entre la pointe du sultanat d'Oman et l'Iran se raccourcit énormément, se rétrécit, ce qui provoque des files d'attente de navires. Et en dépit de frontières maritimes qui sont censées être reconnues et acceptées par tous les États, il subsiste encore des zones qui sont disputées, notamment ici entre l'Iran et les Émirats arabes unis, juste au niveau de la délimitation des zones économiques exclusives. Finalement, si vous prenez en plus le projet nucléaire iranien, qui est vu d'un très mauvais œil par les Occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, vous avez là tous les ingrédients pour un cocktail particulièrement explosif en termes de tensions diplomatiques dans une région stratégique. Ces tensions diplomatiques, elles sont également visibles au nombre de bases militaires, puisque l'Iran a militarisé la partie du détroit d'Ormuz sur laquelle il prétend avoir un contrôle, et à ces installations militaires iraniennes répondent les installations militaires des États-Unis et de leurs alliés. Si on élargit un petit peu la carte, on voit que ces bases militaires ne se concentrent pas uniquement dans le détroit d'Ormuz, mais sont présentes à différents endroits de la région. Finalement, le détroit d'Ormuz, ce n'est pas que des tensions, il y a quand même des coopérations. Une coopération qui s'appelle le Conseil de coopération du Golfe Persique, formé, vous le voyez à droite, en couleur verte, ou bien avec les pays encadrés ici, que sont Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman et le Sultanat de Bahreïn. En revanche, l'Iran en est exclu. Finalement, on a ici sur cette carte tous les éléments qui font du Golfe Persique un espace maritime majeur sous haute tension, éléments dans lesquels n'oubliez pas de rajouter la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous fond de revendications régionales, mais également de différences religieuses, l'Iran étant un pays chiite, alors que l'Arabie Saoudite se fait la championne du sunnisme, ou plutôt du wahhabisme. Nous allons maintenant nous pencher sur le détroit de Malacca qui représente plus de 30% de l'ensemble des marchandises échangées sur la planète. Vous voyez ici la localisation de ce détroit à côté de la cité-État de Singapour ainsi que les flux de transport qui transitent par ce passage. Les documents utilisés sont tous disponibles sur Pearl et ont été réalisés par vos camarades. Je vous encourage à aller les voir afin de comprendre comment un endroit aussi étroit que le détroit de Malacca peut être la cible de rivalités intenses entre Indonésie, Malaisie, avec Singapour entre les deux. Vous pourrez également
vous rendre compte des enjeux économiques, géopolitiques et militaires qui sont liés à ce détroit de Malacca. Enfin, vous verrez que entre les enjeux économiques et les enjeux militaires, eh bien, cette étude de cas sur le détroit de Malacca et sa situation est particulièrement intéressante pour voir les liens justement entre ces enjeux afin de se rappeler qu'ils sont souvent bien plus proches l'un de l'autre que ce que l'on croit. Enfin, vous pourrez voir un petit peu plus en détail l'importance et les enjeux de ce détroit. Il s'agit bien donc d'un des principaux carrefours marchands du monde, un rôle international au niveau diplomatique et politique, mais également économique et militaire. Vous verrez que la place du détroit de Malacca dans le commerce international est donc résumée par ces différents enjeux économiques, militaires et politiques, et que cette voie la plus empruntée du monde est source de moult convoitises. Enfin, les travaux de vos camarades vous permettront de comprendre ce qui oppose la Chine et le Japon sur cet espace hautement stratégique, mais vous réaliserez également qu'il s'agit du cœur battant, du poumon de l'économie mondiale. Les détroits et les passages stratégiques, ici les canaux, sont tellement importants pour l'économie que leur taille et leur capacité sont devenus des standards, notamment pour ce qui est du canal de Panama. La taille croissante des bateaux et de leur trafic a obligé les autorités de Panama à moderniser les écluses du canal, mais étant limitées par la taille des infrastructures, ces écluses limitent elles-mêmes les bateaux qui les traversent. Par exemple, il n'est pas possible de faire passer un bateau qui soit plus large que 32,3 mètres, sinon cela risque de faire un petit peu plus que rayer la peinture. Vous avez ici une photo d'un bâtiment de la marine américaine traversant le canal de Panama avec, c'est historique, 15 cm de chacun des deux côtés. Voilà. Donc une marge de manœuvre extrêmement réduite. Ces normes, ici donc la norme Panamax, sont des normes de construction également pour les chantiers navals. Le canal de Suez, lui, est plus tolérant en termes de taille, n'étant pas un canal à écluse et il n'est donc pas limité pour la largeur des bateaux. Néanmoins, la profondeur maximum est d'environ 20 mètres. Ces limitations sont principalement valables pour les pétroliers.